Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans ce nouvel épisode du Pharmapreneur, le podcast destiné à parler de la pharmacie, mais également de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de comment j'ai, avec mon collègue Marc-Antoine, pu acheter une pharmacie, devenir donc titulaire, et qu'est-ce que ça a entraîné par la suite dans mon évolution personnelle d'un point de vue économique. Donc, tout d'abord, on va commencer par un petit historique familial. Moi, je suis fils unique. J'ai deux parents qui étaient tous les deux salariés de grands groupes. Mon père était fonctionnaire à France Télécom, Orange, que tu connais maintenant. Et ma mère était secrétaire dans un grand groupe d'assurance qui s'appelle la Matmut. Donc tous les deux avaient des revenus salariaux qui étaient corrects, mais sans être exceptionnels. Par contre, mes parents ont quelque chose que peu de personnes ont, c'est de l'or dans les mains, on va dire, hein, et beaucoup de courage. C'est-à-dire que très jeunes, ils ont commencé à mettre de côté, ils ont commencé à beaucoup épargner, et ils ont, en parallèle de leur activité salariale, commencé à acheter des biens immobiliers qu'ils ont rénovés avec leurs mains, avec leurs compétences, en partant de quasiment de ruines pour arriver à des véritables chefs-d'œuvre architecturaux, de façon à pouvoir les mettre en location. Du coup, moi, en fait, j'ai été élevé avec cette vision de mes parents qui avaient à la fois un boulot, leur boulot en tout cas, et qui, une fois rentrés à la maison, se changeaient et partaient aller bosser dans des chantiers, dans lesquels j'allais également, soit pour jouer au départ, soit pour, faire mes devoirs aussi. Voilà, mais par contre, je les ai toujours vus bosser, beaucoup bosser, prendre un petit peu de vacances, ça c'est sûr, mais par contre, beaucoup bosser. Et puis, toujours avoir une volonté de modérer, de faire attention à ce qu'ils dépensent. Donc, très jeune, j'ai été élevé avec, on va dire, deux notions, deux valeurs, au-delà de tout l'amour qu'ils m'ont apporté, qui m'ont constitué en tant que personne, à savoir le besoin, la nécessité d'épargner et une valeur travail extrêmement importante. En tout cas, elle représente beaucoup une personne à leurs yeux, pour moi, du moins pour moi et pour mes parents en fait. Une personne se détermine par son travail, en tout cas par la quantité de travail qu'il est capable de fournir, plus que par l'argent qu'il ne gagne en lui-même. Bref, du coup, moi, en étant jeune, j'avais surtout en fait cette capacité, cette volonté en tout cas de mettre de côté, et j'ai mis de côté de l'argent progressivement, comme tout le monde en fait, sur un petit livret, et puis j'allais chercher mes petits intérêts à la fin de l'année. Voilà, j'ai participé également à certains chantiers, j'ai aidé mes parents. Voilà. 18 ans, j'arrive à la fac. J'ai commencé également à travailler relativement tôt dans des entreprises, donc à la Matmut où j'ai fait des jobs saisonniers, chez France Télécom également. Je suis rentré en pharma, j'ai eu la possibilité de travailler très rapidement également à la SERP pour avoir un complément de revenus. J'habitais chez mes parents, mais ceci étant, en fait, à partir du moment où je suis rentré en pharma, j'avais la volonté d'acheter une pharmacie. Alors à l'époque, je ne me rendais pas compte encore des montants que pour faire représenter l'achat d'une pharmacie, mais en tout cas, la volonté était là. Donc à petite échelle, j'ai continué à épargner du coup. Je me suis un petit peu intéressé à la bourse, mais vraiment d'une manière un peu toute douce, on va dire. En plus, on était sur la période des années 2000, j'ai connu le krach boursier des années 2000 avec la chute de toutes les startups Internet, ce qui m'a un peu refroidi parce que j'ai perdu aussi un petit peu de sous là-dedans. J'ai continué mes études de pharma, j'ai arrêté à la SERP, où j'y ai travaillé 1 an et demi parce que j'ai eu la possibilité de travailler en pharmacie. Pourquoi? Pour deux raisons, hein, tout simplement. D'une, c'était mieux rémunéré. Et puis de deux, c'était plus en corrélation avec mes études. En tout cas, ça me permettait de mettre en pratique euh,
ce que j'apprenais à la fac et ce que je pratiquais donc en pharmacie d'officine. Il y a tout un tas d'autres raisons que je t'ai déjà évoquées dans une précédente vidéo sur l'intérêt d'embaucher des étudiants en pharmacie, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Cette même période, d'un point de vue personnel, j'ai rencontré une femme, voilà, une fille, et j'ai vécu avec elle un certain nombre d'années. Et cette fille, en fait, ses parents tenaient tous les deux un laboratoire d'analyse médicale. Et les quelques années où j'ai pu les côtoyer m'ont appris une chose très importante, en fait, c'est l'entrepreneuriat. Chose que je ne connaissais pas par le biais de mes parents, parce que eux, en fait, ont été des autodidactes, puis je dirais des solopreneurs. Avec mon ex-beau-père, en fait, j'ai découvert la notion de l'entrepreneuriat et l'importance de l'entrepreneuriat dans le développement d'une personne. Ça m'a donné des étoiles dans les yeux et très clairement, ça a confirmé le fait que je veuille m'installer et acheter une pharmacie. J'ai terminé mes études, je suis devenu pharmacien adjoint, j'ai continué à mettre de côté religieusement, en plaçant un tout petit peu à la bourse, mais vraiment très peu. Et puis est arrivée en 2012 l'opportunité donc d'acheter la pharmacie celle qui est devenue la pharmacie du Manoir. Alors déjà, si je peux faire un premier bilan de cette période, moi, qu'est-ce que j'en tire? Déjà, c'est le fait d'avoir travaillé très tôt, donc ça c'est très bien, d'avoir commencé à épargner aussi très tôt, et ça c'est très bien. Malheureusement, le constat aussi que t'as beau te serrer la ceinture, t'as beau faire très attention, ce que tu épargnes, c'est loin d'être suffisant par rapport à l'investissement, à l'apport qu'il faut avoir pour acheter une pharmacie qui dépasse le seuil critique. Pour rappel, actuellement, on estime qu'une pharmacie qui dépasse le seuil critique, c'est grosso modo, c'est 1,9 million. Que les banques, en termes d'apport, elles demandent entre 10 et 15% d'apport. Donc, grosso modo, je te la fais en simple, 2 millions, 15%, c'est 300 000 euros qu'il faut apporter d'une manière cash pour pouvoir prétendre avoir les faveurs d'une banque pour acheter une pharmacie. Bref, j'aurais pu travailler 35 heures pendant mes études de pharmacie, j'aurais jamais réussi à acquérir autant d'argent. Le petit regret que j'ai, c'est peut-être de m'être pas assez intéressé au support financier. Moi, j'étais un épargnant très classique, c'est-à-dire que je mettais sur un livret A, je mettais sur des livrets jeunes à l'époque, faut être honnête, pas avec une très grosse rémunération. Je pense que si je m'étais intéressé d'une manière un petit peu plus avancée à la bourse, par exemple, et notamment des actions solides, je pense à des actions comme Air Liquide, comme Sanofi, comme LVMH. J'aurais sûrement eu intérêt à mettre mon argent là-dedans, à profiter de la capitalisation de ces grandes entreprises et également profiter de la redistribution de dividendes annuels qu'on peut toucher. Ça, c'est mon regret. Alors peut-être, éventuellement, j'aurais peut-être dû m'intéresser également un petit peu à l'immobilier à cette époque-là. Après, j'étais étudiant, c'est quelque chose de très rare, de très anecdotique, mais c'est vrai que j'aurais pu très bien, en étant étudiant, souscrire un prêt étudiant et puis essayer d'acheter d'ores et déjà un bien immobilier que j'aurais pu mettre en location. Et pour me faire finalement un apport par le biais de ce capital, et capital qui aurait été remboursé finalement par de la location. Bref, ceci étant, on arrive 2012, proposition pour acheter la pharmacie d'Isnoville. La pharmacie a fait 1,3 million, ça sort un peu des clous dans le sens où le propriétaire en exige 100% de son CA. À cette époque, on ne parlait pas en valorisation de BE, on parlait encore en CA. Ce qui sortait des clous parce qu'à l'époque, pour une pharmacie d'1,3 million, les ratios c'était 87,2%, je crois, de mémoire. Donc du coup, lorsqu'on se présente à la banque, que joyeusement on leur demande un prêt, la banque veut une compensation de ce delta. En tout cas, elle n'entend pas
pourquoi ça sort de la norme. Il y avait beaucoup de facteurs. Mais en gros, en fait, quand tu sors d'une norme, ça veut dire que pour une banque, ça occasionne un risque. Et rares sont les banques qui prennent en charge ce risque, elles te laissent prendre en charge ce risque. Et pour le coup, en fait, pour une banque, comment laisser prendre le risque, comment adosser le risque au souscripteur du crédit? C'est tout simplement, c'est en lui demandant plus d'apport. Donc du coup, nous, on avait beau avoir une pharmacie qui faisait 1 300 000, si jamais on avait pris un prêt à 15%, ça aurait fait grosso modo 200 000 euros d'apport, ce qui était déjà très conséquent et bien au-delà de ce qu'on pouvait apporter par nous-mêmes. Mais là, ils nous ont demandé 350 000 euros. Voilà, ce qui est absolument énorme. Avec mon collègue Marc-Antoine, on a eu des profils de vie différents. Lui avait déjà acheté sa résidence principale. Moi, personnellement, je n'avais pas acheté de résidence principale pour des raisons d'ordre personnel déjà et parce que mon ex-beau-père m'avait donné un conseil que je trouve être précieux. C'est que lorsqu'on a la volonté d'être chef d'entreprise, la première des choses dans laquelle on doit investir, c'est son outil de travail. C'est de son outil de travail dont découlera en fait finalement tout le reste de sa vie. L'achat de la résidence principale, c'est quand même mieux en fait lorsqu'elle est proche de son entreprise. L'entreprise, si elle est bien gérée, elle permet de dégager des crédits largement supérieurs à ton simple apport et donc tu peux prétendre avoir une résidence principale de plus belle qualité, on va dire, à partir du moment où tu as investi dans ton outil de travail. Bref, deux profils différents. Marco qui avait une maison et donc un apport qui était relativement mineur, on va dire. Moi qui n'avais pas de biens immobiliers, mais par contre qui avait un plus gros apport, mais par contre on était très loin d'avoir les 350 000 euros. Donc du coup, Marco, lui, a demandé un prêt familial à sa famille. Moi, j'ai demandé un prêt également à mon père. Alors ça s'est fait en deux temps. Au départ, c'était 250 000 que le plan de financement avait objecté. Et puis, on a été sollicité 5 ou 6 banques pour obtenir le prêt. Et de ces 5 ou 6 banques, il y en a eu 2 qui étaient prêtes à nous financer, mais sûrement pas en respectant le plan de financement à 250 000. Il fallait apporter 350 000. Et donc, dans ces cas-là, on a fait d'une manière commune avec Marco la souscription d'un prêt à mon père pour le financement du complément. Donc, par le biais de cette vidéo, je remercie évidemment mes parents qui, par leur effort continu lorsque j'étais jeune, et Dieu sait que j'ai pu maudire ces week-ends passés dans des chantiers, dans la poussière, à les aider, à soulever des agglos, à faire du ciment, à faire là. C'est ce qui nous a permis aussi à Marco et à moi de nous installer dans cette pharmacie et de vivre cette fabuleuse aventure qui est l'entrepreneuriat en pharmacie. Bref, du coup, la pharmacie, on l'achète. Comme je te l'ai fait comprendre, elle avait un énorme potentiel. Potentiel qu'a priori, on a su débloquer parce que dans la première année, on avait déjà quasiment fait grimper le chiffre d'affaires à hauteur d'1,8 million. Et la pharmacie n'a pas arrêté de croître. Alors, dans ces premières années, 2 ans, 3 ans, on s'est versé un salaire de 2 500 euros parce que notre priorité en fait c'était de développer la boîte. Donc du coup la boîte avait besoin de capitaux. On avait aussi la volonté de rembourser assez rapidement mon père sur le prêt qu'on lui avait souscrit. Et puis on avait à cœur également de mettre de côté de la trésorerie avec la possibilité de rembourser assez rapidement nos parents. Et puis il fallait faire développer la boîte. Et quand tu développes une boîte dans laquelle il n'y a rien, ça veut dire qu'il faut amener beaucoup de trésorerie pour acheter du stock, pour éventuellement refaire des travaux. Comme je te l'ai expliqué dans une précédente vidéo, on a fait des premiers travaux dans cette pharmacie d'une manière quasiment manuelle. On avait été chez Ikea, on a acheté des étagères, on a refait de lino à la main en l'espace d'un week-end. Donc tout ça, ça demande de l'apport. Et comme on était ric-rac au moment du premier prêt, on est passé à ras les pâquerettes, il a fallu se dépatouiller. Donc on avait l'urgence de développer la boîte. Et l'urgence de développer la boîte passait également par le fait de moins bien se rémunérer de façon à augmenter la capitalisation de notre structure. Donc ça a duré 2 ans et demi, 3 ans grosso modo.
Et puis la pharmacie, elle a atteint quasiment 2,5 millions, voilà, au bout de 3 ans. Et donc avec Marco, on a décidé de s'augmenter notre rémunération. Moi, ça m'a permis de reproduire le schéma familial parce que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Je me suis acheté un premier appartement, en plus du fait qu'on s'était acheté avec ma femme notre résidence principale. Donc premier appartement dans lequel j'ai fait des travaux et j'ai rénové, puis mis en location. 1 an et demi après ça, je me suis racheté un deuxième bien immobilier. Pareil, parce que j'aime bien en fait, parce que je me rends compte que j'aime bien le fait de visiter des biens, j'aime bien le process de négocier avec les banques, j'aime bien rencontrer du monde pour les locations, j'aime bien le process de la location. Voilà, la pharmacie, elle, on l'a déménagée, elle a continué à grossir. Pour atteindre le seuil des 4 300 000 euros, quoi, grosso modo. Et donc voilà, ça c'est une étape, donc ça va faire 10 ans. Il y a 1 an et demi, je me suis racheté un troisième appartement, petit appartement, voilà. Et puis on est arrivé au bout de 10 ans avec Marc-Antoine, on est quasiment en fin de remboursement du prêt. Alors, comme je dis souvent, on a beaucoup développé notre boîte pendant ces 10 ans. On est arrivé à une taille qui est quand même assez impressionnante quand on regarde d'où on est parti. Cette boîte, elle nous a permis à lui comme à moi de nous développer d'un point de vue personnel. On a construit nos vies grâce à cette pharmacie, entourée par une équipe formidable. Moi, ça m'a permis d'investir dans du foncier, ça m'a permis également d'investir dans de la bourse. Et donc, du coup, en fait, ces 10 premières années, elles étaient très, on va dire, très égocentrées. En tout cas, elles étaient très tournées sur nous, le développement de la boîte, le développement de notre équipe. Du coup, on s'est posé la question avec Marco, qu'est-ce qui allait occuper les 10 prochaines années de notre partenariat. Avec Marco, on est des gens plutôt actifs, plutôt dynamiques, on aime les projets d'une manière générale. Alors après, est-ce qu'on les mène à bien? L'avenir nous le dira. En tout cas, on aime bien se lancer dans de nouveaux projets. Et finalement, ce qui s'est dessiné, c'est qu'après s'être consacré à nous-mêmes pendant 10 ans, on a décidé de se consacrer aux autres sur les 10 prochaines années. Alors, la première des stratégies pour se consacrer aux autres, finalement, c'est d'aider des personnes à s'installer. Ce qu'on a pu faire, on a ainsi participé à l'installation d'une de nos copines de promo. Alors on l'a accompagnée d'un point de vue financier, on est investisseur dans sa pharmacie, mais on l'a accompagnée aussi dans tout le process de négociation, dans tout le process de captation de transactions. Voilà, et puis on l'accompagne encore régulièrement aujourd'hui dans son activité. On lui distribue les conseils qu'on peut lui donner au regard de notre expérience. On l'aide, on essaye de l'aider dans son quotidien, en tout cas pour que ça soit moins compliqué et qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs que nous durant son début d'installation. Et puis pour le coup, en fait, on espère que les prochaines années en fait, nous permettront d'aider à l'installation d'autres pharmaciens. Là, pour le coup, en fait, on essaye d'aider à installer nos adjoints parce que ça va faire quelques années qu'ils sont avec nous. Et je trouve ça pertinent, en fait, de les aider. Ils ont une réelle valeur et des réelles qualités. Et notre rôle à nous, en tant que pharmacien installé, titulaire, je pense que c'est de leur faciliter ces démarches, de les aider, en tout cas, financièrement. Et puis après aussi, d'un point de vue logistique, d'un point de vue administratif, d'un point de vue moral. Finalement, un petit peu leur faire profiter d'une expérience, la nôtre, et puis après, ils en feront ce qu'ils voudront, et puis en leur souhaitant forcément le meilleur. Ce qu'on souhaite également sur les 10 prochaines années, c'est de continuer à développer notre boîte, évidemment. Et puis moi, toujours dans cette démarche de... Alors Marco, lui, dans une démarche de partage, s'est énormément engagé auprès du syndicat des pharmaciens. Il a un rôle actif, il est président du syndicat des pharmaciens de Normandie.
Et puis moi, j'ai créé cette chaîne YouTube, ce podcast qui est distribué sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, de façon à pouvoir transmettre à toutes les personnes que ça intéresse un maximum de conseils pour les aider dans leur installation, pour les aider dans leur quotidien aussi de pharmacien. C'est pour ça que ces vidéos s'adressent finalement à tout type de pharmaciens, que ce soit des pharmaciens adjoints, des pharmaciens adjoints qui veulent s'installer, des pharmaciens titulaires qui ont des années de pratique et sur lesquels comme ça on peut réaliser une certaine forme d'échange, des pharmaciens néo-installés qui ont besoin d'informations pour éviter certaines erreurs. Bref, le partage. J'aimerais également dans un avenir plus ou moins proche participer également à des sessions de cours au sein de la faculté de Rouen, parce que je trouve que la faculté de Rouen en fait distribue des cours qui sont extrêmement bien faits d'un point de vue théorique. Et je trouve par contre que les étudiants en pharmacie ne sont pas soit suffisamment briefés sur ce qu'est le quotidien d'une pharmacie actuellement. Il y a une décorrélation entre leur perception théorique et la réalisation pratique. Parfois, c'est criant de vérité lorsqu'on les reçoit en stage de 3e et de 4e année ou les stages de 6e année. Bref, moi, j'aimerais bien véhiculer par l'intermédiaire de cours ou de conférences au sein de la faculté de Rouen cette expérience à des étudiants pour les engager plus, pour les engager aussi à travailler plus dans des pharmacies. Bref, leur faire comprendre que la pharmacie, ça se vit et ça se vit très tôt. Et que c'est bien d'avoir de la théorie, mais c'est encore mieux d'avoir de la pratique. Voilà, cette vidéo est terminée. Juste pour clôturer tout ça, être pharmacien, c'est formidable. Être pharmacien titulaire, c'est encore mieux. Surtout lorsqu'on réalise son objectif de pharmacie, je dirais, parce que je pense qu'il y a des pharmacies qui nous correspondent, il y a des pharmacies qui ne nous correspondent pas, il y a des pharmacies tremplin et d'autres qui sont la pharmacie d'une vie, un peu comme des maisons. Nous, on a eu la chance d'avoir une pharmacie qui a été à la fois une pharmacie tremplin et à la fois la pharmacie d'une vie. Donc, lancez-vous dans l'installation, c'est absolument important, c'est absolument formidable. Vous vous épanouirez d'un point de vue personnel, vous vous épanouirez d'un point de vue économique. Vous pourrez réaliser plein de projets, en tout cas ne vous fixez pas de limites. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo, sur toutes les autres, pour échanger ensemble du contenu de cette chaîne. À très bientôt.